Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 6 avril 2024 et on va faire le point sur cette semaine qui vient de se terminer. On va jeter un œil sur cette semaine qui va bientôt commencer. Nous sommes samedi matin et grosso modo, il va faire très très beau ce week-end. Alors on va essayer de faire un Swiss Bliss assez concis. Bon, en même temps, chaque fois que je dis assez concis, ça prend 25 minutes. Mais on va quand même faire le tour d'horizon pour que vous puissiez aller rapidement profiter d'une météo qui commence à être à peu près printanière. On va attaquer tout de suite avec le sujet, le gros sujet du moment, c'est est-ce que les taux, ils vont baisser ou pas? Alors, aux États-Unis, c'est de moins en moins évident. Par contre, du coup, il y a d'autres pays comme l'Europe, comme la région, on va dire plutôt, et la Suisse, qui eux sont plutôt dans la bonne direction. La Suisse, c'est déjà fait. Vu les chiffres qui sont sortis récemment de l'inflation en Suisse, qui sont sortis à 1%, autant vous dire qu'en juin, ça devrait rebaisser de nouveau. Et puis en Europe, on voit aussi un léger reflux de l'inflation. Je ne sais pas comment ils arrivent à ça, mais peu importe, il y a un léger reflux de l'inflation en Europe. Et du coup, on espère que potentiellement, eux aussi pourront baisser les taux en juin. Par contre, aux États-Unis, ça n'a pas l'air évident. On fait le tour tout de suite. Je vous retrouve de l'autre côté du bar. Pour ce qui est des États-Unis, c'est un tout petit peu différent, bien sûr, vous l'aurez compris. On a passé notre semaine à devoir, en guillemets, écoper le bateau, panser les plaies, en se disant c'est pas vraiment la direction que ça prend. On a eu beaucoup de banquiers centraux qui ont parlé. On a Powell qui nous a dit oui, les taux vont baisser, mais pas tout de suite. On a eu Kashkari qui a parlé 2 fois, qui a dit oui, les taux baisseront, mais seulement au 4e trimestre. Puis à la fin, il disait peut-être que même il n'y aura pas besoin de les baisser. Après, il y a aussi Barkin qui disait que lui, il ne faudrait pas bouger les taux en 2024. Et puis on a eu encore Madame Bowman qui a parlé en toute fin de semaine après les chiffres de l'emploi, qui elle a déclaré qu'il ne faudrait elle a déclaré qu'il faudrait peut-être même monter les taux durant l'année 2024 et sur les les prospects et les choses qu'on surveille, les paris qu'on peut prendre sur l'année, les gens commencent à parler quand même d'une éventuelle peut-être possibilité de voir les taux monter encore une fois aux États-Unis. Alors pour l'instant, c'est toute petite probabilité, mais on en parle quand même et ça, il faut le savoir. Donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'économie est forte. Je parle des États-Unis principalement, mais l'économie est forte. On voit que ça crée des jobs. On va revenir sur le sujet des jobs dans 2 secondes. Et puis que l'un dans l'autre, tout va bien de ce côté-là. Ça marche très bien. On a vu les chiffres de l'ISM, on a vu les chiffres du PMI. C'est vrai que c'est difficile de dire dans cet environnement-là, je vais baisser les taux. Donc on voit que ces bonnes nouvelles économiques satisfont la Fed, mais en même temps, ils aimeraient bien voir aussi une inflation qui ralentit. Et quand vous rajoutez à ça l'explosion du pétrole cette semaine, puisque le pétrole, vous l'avez vu, on en a largement parlé, est en train de continuer à monter à l'assaut des 90 $ sur le WTI bientôt, et qui est déjà franchi d'ailleurs sur le Brent. Il y a les tensions au Moyen-Orient qui repartent à la hausse, il y a les coupes de production qui continuent, il y a les Russes qui vont bien sûr ne pas nous faciliter le travail en Occident. Bref, tout ça fait que le pétrole continue de monter. Donc si vous avez le pétrole qui monte, on a déjà expliqué le mécanisme, eh bien c'est pas bon pour l'inflation. Et donc on est un petit peu paumé au niveau de tout ça. Enfin, la Fed est paumée au niveau de tout ça puisqu'elle doit quand même jongler avec ses données économiques et se dire qu'elle est très contente de voir que l'économie va bien. Mais en même temps, c'est pas un environnement pareil que vous allez choisir pour baisser les taux. D'ailleurs, Kashkari l'a dit, quand on voit la force relative de l'économie actuellement aux États-Unis, eh bien, il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit. Il faut juste laisser le temps faire son office et l'inflation peut seulement redescendre. Et ce qui est assez intéressant, ça me permet de faire la transition sur le NFP, c'est que les chiffres des NFP sont sortis, vous l'avez vu vendredi, alors nettement en dessous des attentes, 100 000 de plus qu'attendus. Donc encore une fois, ils se sont vautrés au niveau des attentes. Alors, attendiez-vous à voir une correction des chiffres qui viennent de sortir le mois prochain, bien sûr, parce que vu l'écart, à mon avis, il y a des choses qui vont être mises à jour, mais peu importe. Alors, il faut voir les chiffres d'une certaine manière. Si vous voulez, ce qui est assez marrant sur les NFP aujourd'hui, c'est qu'on nous sort le chiffre du NFP, le taux de chômage, la croissance des salaires et plein de trucs derrière. Puis tout ce que vous avez comme chiffre, je ne sais pas, il y en a peut-être une vingtaine ou une trentaine de différents chiffres qui sortent dans ce package de NFP. Et ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, le marché, les intervenants, les spécialistes, ils ont cette capacité à aller chercher systématiquement
le bon chiffre qui fait plaisir. Hein, vous avez, je sais pas, 20 chiffres pas terribles, vous en avez un qui est bon, ils disent « Ah, regarde, lui, il est super, c'est génial ». Et c'est un petit peu ce qui s'est passé vendredi, parce que finalement, on se disait, on veut pas une trop grosse création d'emplois, on attendait 212 000, bam, ça sort à 303 000. Donc ça, c'est déjà pas terrible pour l'effet baisse des taux. Parce que je rappelle qu'on est monté jusque-là parce qu'on attend la baisse des taux. Et là, tout d'un coup, on est content parce qu'on dit « Ah, l'économie va super bien ». Ok, on est un peu antinomique dans notre manière de réagir, mais finalement, le marché s'est dit « Ah bah, c'est beaucoup trop pour baisser les taux, par contre, c'est bon pour l'économie ». Ça, c'était la première réaction. La deuxième chose, c'est que le taux de chômage baisse un peu, pas de manière monstrueuse, mais il baisse un peu à 3,8%. Ça, on était content parce qu'on est toujours content quand le chômage y baisse, ça c'est psychologique. Et puis après, derrière, alors là où les gens se sont dit « Ah ouais, c'est un petit peu des superbes chiffres », c'est parce que la croissance des salaires était toujours relativement stable, autour de 4,1%, et que du coup, ça voulait dire que gentiment, c'est en train de ralentir en direction du taux d'inflation. C'est-à-dire que du moment où vous avez un taux d'inflation qui est inférieur à la croissance des salaires, ça veut dire que ça va bien, mais pas suffisamment bien pour faire une surchauffe de l'inflation. Bref, donc du coup, tout le monde était content, parce que finalement, le chiffre de la croissance du niveau des salaires était encourageante pour l'économie et pour les possibilités, les espoirs éventuels qu'un jour les taux puissent baisser. Alors, c'est un calcul un peu tiré par les cheveux, c'est une réflexion un peu tirée par les cheveux, et on se dit, non mais sérieusement, ils y croient vraiment à ce qu'ils disent? Bah, visiblement oui, mais par contre, effectivement, on a quand même ce sentiment global que les banquiers centraux, eux, ils y croient de moins en moins. Alors, j'ai pas regardé les statistiques des attentes de baisse des taux en mois de juin, mais à mon avis, ils sont en train de s'envoler gentiment, à moins qu'on ait un retournement de situation extrêmement violent ces 2 prochains mois. Mais là, tout de suite, de nouveau, quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, eh ben on a bien raison de penser ce qu'on pense. Et puis il y a un point que je voudrais aborder, ou qu'on a déjà abordé cette semaine, mais je voudrais juste rappeler, il ne faut pas oublier que quand vous regardez qui sont les vendeurs aujourd'hui, des gros vendeurs, étonnamment, c'est souvent des gens qui sont des initiés, donc des gens qui sont à l'intérieur des sociétés et qui ont bien profité de la hausse, et c'est eux qui sont les vendeurs majoritaires. Donc on voit quand même que, on a vu cette semaine que Bezos y vend, Gates y vend, Zuckerberg y vend, donc tous ces gros noms-là sont quand même en train, alors ça, ils vendent pas tout leur position, bien sûr, mais on voit qu'ils réduisent leur exposition, plus le titre y monte. Alors, on peut comprendre, hein, ils font du cash, mais enfin, faire du cash à coup de milliards, on se demande bien ce qu'ils font avec les milliards de cash en attendant, mais peu importe, il y a quand même des vendeurs de ce côté-là, donc il faut un tout petit peu se méfier. Je regardais aussi la performance des valeurs stars de ce premier quart d'année, eh ben, cette semaine, c'était pas terrible, ça finit un petit peu sous pression, et on voit que certains indices techno sont un petit peu moins dynamiques qu'ils ne l'ont été jusqu'à maintenant, donc il faut encore se méfier pour ça. Néanmoins, le marché a relativement bien tenu sur la semaine. On a vu qu'il y a eu quelques prises de bénéfices. Maintenant, on voit aussi que comme on a fait des records systématiques la semaine avant Pâques, il y a bien un moment donné, il fallait revenir sur Terre. Et puis, je terminerai encore avec un point important à ne pas négliger. On a beaucoup parlé du cacao ces temps, avec le cacao qui explosait sans arrêt, qui continue d'ailleurs de bien se comporter. On n'est pas loin des 10 000 $ la tonne, toujours au plus haut historique. Mais il y a d'autres matières premières qui sont en train d'accélérer. Vous avez le café qui a explosé la semaine dernière. Vous avez le blé qui est très bon marché, historiquement parlant pour l'instant, mais qui est en train de faire une espèce de reconstruction haussière. Vous avez pas mal de matières premières qui sont en train de partir à la hausse. Alors, ça, c'est pas bon pour l'inflation, bien sûr, mais c'est également pas bon parce qu'il y a aussi plein de gens qui ne peuvent plus forcément se nourrir comme avant, et ça risque à un moment donné de poser problème. C'est pas la grosse inquiétude immédiate maintenant, mais un jour on risquera d'en parler. Donc attention à ce démarrage des matières premières qui a l'air d'être de plus en plus généralisé. Méfiance quand même, on a vu aussi sur les métaux précieux, bien sûr, l'or, l'argent, il y a tout qui monte. Donc petite surveillance, parce qu'on n'en parle pas toujours, mais c'est vrai que ça devient un petit peu stressant quand même. Et puis évidemment, la semaine dernière aurait été également marquée par pas mal de stress au niveau géopolitique. On voit que les tensions entre l'Iran, Israël et indirectement les États-Unis continuent de monter. Pour l'instant, rien ne se passe et tout va bien, mais quand même c'est quelque chose qu'il faut regarder de plus en plus dans un coin de nos écrans pour surveiller le fait qu'à un moment donné, ce qui se passe en général dans ce genre d'événement, c'est que les gens n'en parlent pas ou ne s'en occupent pas, et puis tout d'un coup un matin vous savez pas pourquoi, ça devient l'obsession. Il faut savoir que dans les marchés financiers, vous avez 3 piliers. Vous avez les piliers macro, donc l'économie, le pilier micro, en gros les résultats des sociétés,
et le pilier géopolitique qui est plus ou moins important selon les périodes. Donc méfiez-vous, surveillons-le, parce que c'est quelque chose qui pour l'instant est un peu stressant quand même si les marchés n'en ont strictement rien à faire pour le moment. Et si l'on regarde les performances de la semaine, eh bien, comme je viens de vous le dire, l'argent et l'or sont les vedettes du moment, le pétrole qui suit de très près. Donc vous voyez quand même que c'est clairement marqué, hein, l'envol des matières premières cette semaine, c'était assez spectaculaire. Le Hang Seng qui est en hausse de 1,10%, mais fermé la moitié du temps, et la Chine, je crois qu'ils sont toujours fermés, ils n'ont pas fait grand-chose cette semaine. Et le reste, eh bien, comme la plupart des indices européens ont battu des records la semaine précédente, ben, on revient un petit peu parce que vu l'environnement et vu l'incertitude au niveau des taux, les gens ont un peu pris les profits, mais comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose à signaler, sauf quand même que la Suisse, qui est en retard par rapport à l'ensemble des marchés mondiaux, a trouvé le moyen d'être une des pires performances de la semaine quand même. Mais encore une fois, hein, quand vous avez Nestlé, Roche et Novartis qui traînent la patte, c'est difficile d'aller chercher beaucoup plus loin. Et puis, on terminera aussi avec le Nikkei qui a vécu une sale semaine depuis lundi. Hein, grosse pression, c'est la pire semaine depuis un bon moment au Japon. Et puis, le repli habituel du Bitcoin, mais ça, on ne se pose pas trop de questions, puisqu'on sait tous que ça va bien finir par aller au ciel. Comme on l'avait vu, hein, donc 2% de baisse, c'est général, il n'y a pas de grandes choses qui sortent. Les assurances prises de profit, Swisscom ex-dividende, Roche sous pression comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et puis, autrement, vous avez Swiss Life qui a terminé son programme de rachat d'actions. Et puis voilà, mais rien de spécial. Les notables, c'est Lonza et UBS qui s'en sortent vraiment très très bien. Je vais y revenir dans quelques instants. Le SMI que vous voyez sous vos yeux ébahis, écarquillés, vous voyez qu'on est revenu sur la moyenne mobile des 50 jours. Donc ce sera un peu notre pierre d'achoppement pour la semaine prochaine. Il faudra vraiment qu'on tienne ici, sinon comme vous le voyez, on va pouvoir revenir sur notre support là pour l'instant, mais encore une fois, une grosse déception sur le marché suisse, puisque finalement les seules choses qui vont bien dans le marché suisse, ce sont les pondérations qui sont faibles dans le SMI. Alors néanmoins, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que pour l'instant, on reste dans notre tendance, une espèce de tendance haussière qu'on a créée. On est revenu se poser pile sur le canal, hein. Donc on peut essayer de tirer des parallèles comme ça en se disant que l'un dans l'autre, allez, on a un canal haussier, mais il ne faudrait pas qu'on revienne chercher de nouveau les bas de celui-là, parce que vous voyez qu'il y a encore un bout de chemin à faire. Ça nous ramènerait en direction des 11 215 sur le SMI. Donc sale semaine pour le SMI, forcément, quand vous avez les trois gros qui pèsent. Le CAC 40 repli aussi, vous le voyez, mais l'un dans l'autre, c'était surtout sur la fin de semaine à cause de, quand on a eu cette espèce de vent de panique aux États-Unis sur la séance de jeudi, qui finalement on a dû rattraper le retard. Un vent de panique qui était dû au fait que les banquiers centraux avaient dit que grosso modo ils n'étaient pas hyper stressés de baisser les taux, et ça n'avait pas forcément plu au marché. Donc vous voyez qu'on revient, on peut revenir facilement en direction des 8000 sur le CAC. Mais on a vu quand même qu'il y a eu un joli reversal en fin de séance, parce que les Américains, malgré les chiffres de l'emploi relativement forts, ont refusé de baisser. Le DAX, alors lui, toujours dans sa, dans sa configuration thermonucléaire, on voit cette tendance haussière qui se maintient. Alors on a corrigé soit, mais on reste toujours dans le canal haussier sur le DAX, donc rien à signaler pour l'instant. Graphique que je monte pas toujours, l'Italie, Milan. Vous voyez qu'on a quand même eu une hausse absolument ahurissante depuis quelques semaines, un mois pratiquement. Et là, prise de profit, hein, on doute. Après, c'est vrai, quand on voit là où on est en termes de RSI, de ce côté-là, vous voyez qu'il y avait quand même des signaux en direction des 80 qui montraient quand même qu'on était en bout de course, comme on l'avait déjà vécu 2 fois sur le MIB. À chaque fois, ça se reproduit. Donc là, prise de profit, il faudra laisser calmer le jeu pour pouvoir se repositionner. Mais on voit quand même que ça se calme un petit peu sur l'Europe, même si effectivement la semaine dernière, l'inflation européenne était légèrement en ralentissement. Enfin, allait un petit peu mieux, donc ça laissait espérer, comme je le disais tout à l'heure, que la Banque Centrale Européenne pourrait potentiellement baisser les taux en juin. Aux États-Unis, le S&P 500, alors vous voyez ce canal haussier qu'on surveille depuis quelques temps, qu'on a cassé jeudi, qu'on a réintégré vendredi soir. Donc on a eu cette exagération à la baisse ici.
Pour l'instant, on tient, mais il faudra surveiller, hein, parce que on sent quand même il y a des grosses questions. Et la semaine prochaine, ce sera quand même quelque chose de très lourd, puisqu'on va avoir CPI, PPI, et puis la BCE qui parlera, qui devrait faire une annonce sur les taux, qui vont pas baisser les taux bien sûr, mais qui parleront des taux. Donc on a une grosse semaine qui nous attend, et une grosse semaine qui est encore une fois sous le signe de l'inflation. Alors attention, ça pourrait secouer peut-être. Ça peut aussi secouer parce que vous voyez que le Nasdaq, il est en train quand même de marquer un peu le pas. Hein. Là, c'est difficile de tirer des traits sur la comète, mais on a quand même l'impression qu'on est en train de faire un arrondi et puis que potentiellement on pourrait baisser. Il faudra surveiller attentivement la moyenne mobile des 50 jours sur le Nasdaq pour avoir une indication comme quoi la tendance serait en train de changer. Et si vous regardez cette moyenne mobile qui a commencé à accélérer en octobre-novembre, vous voyez que depuis qu'on a cassé à la hausse, on ne s'est jamais rapproché. On ne s'est jamais rapproché de cette moyenne. Et là, pour la première fois, on est en train de la frôler. Donc attention, si on venait à traverser, il y aura des conséquences. Pareil, même commentaire que sur le Nasdaq. Vous voyez que là aussi, on revient sur la tendance haussière, on est venu se poser dessus, on termine la semaine dessus, on n'a pas cassé, mais attention, parce que ce sera, lui, c'est vraiment l'indicateur avancé qui pourrait nous faire très très peur. Et je vous montre juste le chart de Nvidia pour qu'on image bien la chose. On s'est beaucoup emballé sur l'intelligence artificielle, mais vous voyez que là, depuis pratiquement 3 semaines, un mois maintenant, eh bien, Nvidia ne fait plus rien. Alors bon, elle est beaucoup montée, on peut comprendre qu'elle consolide, hein, c'est parfaitement naturel. Mais là aussi, il faudra faire attention de voir si on vient pas casser ces anciens points bas. Sinon, on pourra aussi revenir assez rapidement en entraînant tout le monde avec l'eau du bain. Je vous montre mon graphique préféré, le WTI. Méfiez-vous. Je ne vais pas revenir dessus, hein, on l'a vu 150 fois et vous savez exactement ce que j'en pense. Mais on a cassé la tendance, on est en train d'accélérer. Prochain target sur le WTI, 90 $. Et puis ensuite 95. Et comme vous l'avez vu, comme on l'a entendu la semaine dernière, les banques d'affaires américaines sont en train de commencer toutes à revoir leur price target sur le pétrole, donc méfiance, parce que qui dit pétrole qui monte, dit inflation qui monte aussi. Bon, l'or, il suit son bonhomme de chemin, hein, 2329, record historique, on va gentiment en direction des 2500. Le cacao, je vous le disais tout à l'heure, vous voyez 9961 sur le cacao. Et regardez le cash contrat sur le café, là aussi ça s'envole depuis quelques temps, alors c'est bien monté depuis le mois d'octobre, on était à 145, on est à 214 sur le café, mais là on est en train de s'envoler, hein. Là on a cassé les résistances qui dataient de là, donc cette résistance-là, on a cassé, et si on joue l'effet du pendule, j'ai envie de dire, en cassant cette résistance-là, on peut largement monter au plus haut historique sur le café. Alors vous me direz, si vous payez votre capsule Nespresso 40 centimes ou 45 centimes, ça ne va pas changer la photo finale, sauf que si vous en buvez autant que moi, à la fin du mois, ça vous coûte plus cher que le loyer. Et puis ce chart qu'il faudra commencer à se remettre un petit peu dans les yeux, c'est le rendement du 10 ans américain. Alors, j'aime pas faire d'analyse technique sur le rendement du 10 ans, mais vous voyez quand même, si on zoome un peu, que cette zone de résistance qu'on avait autour des 4,35 a été cassée et qu'aujourd'hui on est en train de repartir à la hausse. Alors si ça c'était le graphique d'une action ou au hasard du pétrole, j'aurais tendance à vouloir dire que ce truc-là va remonter, comme je l'ai mis sur la flèche, au plus haut historique. Et au plus haut, enfin pas au plus haut historique, mais au plus haut de ces derniers mois. Quand on arrivera à 5%, qui est le plus haut de ces derniers mois, 5% de rendement sur le 10 ans américain, ça voudrait dire qu'on a complètement tiré un trait sur cette éventuelle possibilité de baisse des taux qui nous a quand même fait monter de quasiment 28% sur le S&P 500 jusqu'à maintenant. Donc on a déjà effacé, on va dire, une bonne partie du mouvement. Aujourd'hui, avec les chiffres économiques qui sont en train de nous tomber dessus, on peut se poser d'autres questions par rapport à ça. Donc voilà, à surveiller, mais si on venait à s'éloigner encore un peu plus des 4,40 en direction des 4,60, puis voilà, là aussi c'est un peu comme le pétrole, tout le monde va commencer à se dire le rendement va remonter parce que les attentes de baisse des taux, elles ont été repoussées à très très loin. Dans les vedettes de la semaine en Suisse, alors je sais pas si on peut dire vedette, mais Meyer Burger a donc finalisé son augmentation de capital. Donc ils ont placé 496 millions de nouvelles actions.
et ça leur a rapporté 207 millions de francs suisses. Donc du coup, je vous laisse faire le calcul, mais grosso modo, ça a quand même coûté 47% à la société, qui aujourd'hui est en baisse de 93% depuis le début de l'année. Et franchement, quand on voit la concurrence qui vient de Chine, on se demande comment ils vont réussir à inverser la tendance, même si la qualité de leurs produits est peut-être nettement meilleure. Donc voilà, il fallait quand même le signaler, mais Meyer Burger, moins 93% depuis le début de l'année, et moins 47% juste sur la semaine à cause de cette augmentation de capital. Je vous montre pas le graphique parce que ça veut plus rien dire. L'autre vedette numéro 1 de la semaine qui fait partie des quelques actions qui terminent relativement bien la semaine, c'est l'UBS. Alors l'UBS, ils parlent beaucoup. Ils ont corrigé il y a quelques jours leur rachat de Crédit Suisse. Ils avaient mal calculé. Finalement, ils ont moins gagné que prévu. Un petit milliard de moins par-ci par-là, mais c'était pas très très important. Par contre, dans la foulée, ils ont annoncé un rachat d'actions, un programme de rachat d'actions équivalent de 2 milliards de dollars, donc ça a beaucoup plu au marché. C'était un petit peu une manière de se dire, ouais, désolé, on s'est planté dans le calcul, mais pour compenser, on va racheter pour 2 milliards de titres. Vous voyez le graphique de UBS, je me suis juré que j'achèterais plus jamais une banque. Bon voilà, quand on voit ce genre de configuration, on a l'impression que ce truc-là, il va encore nous péter à la hausse un bout plus haut. Mais bon, je me suis juré de ne plus toucher aux banques, je ne toucherai plus aux banques. Et puis, puisqu'on parle des banques, il faudra bien retenir qu'à la fin de la semaine qui arrive maintenant, qui commence, une fois qu'on aura digéré le CPI, le PPI, la BCE, eh bien, on va avoir les publications trimestrielles qui vont commencer. Et oui, on est déjà mi-avril, donc les publications du Q1 2024 vont arriver. Ce sera hyper intéressant à observer. Bien sûr, ce sera les banques qui c'est les banques qui vont commencer à publier en premier comme d'habitude, Citigroup, Bank of America, etc., etc. Ils seront tous là en fin de semaine, donc on aura déjà un petit avant-goût. Ce qui sera intéressant de voir, c'est justement si les analystes, ils ont remonté déjà leurs attentes et que peut-être trop remonté, et qu'il pourrait y avoir quelques déceptions. Par contre, ce sera intéressant d'observer aussi, parce que vu que l'économie est super forte, il pourrait aussi y avoir pas mal de bonnes surprises. Donc c'est vraiment une période qui arrive, qui va être très intéressante, parce que pas évidente à prendre des paris pour ces prochains temps, parce qu'il peut y avoir du bon comme du mauvais, mais peut-être plus que d'habitude encore. Dans les titres qui se traitaient ex-dividende cette semaine, il faudra se souvenir que Swisscom était ex-dividende, que Leonteq était ex-dividende et que SGS était ex-dividende. Il y avait aussi une petite annonce de la part de Swiss Life qui terminait son share buyback, donc il ne fallait plus attendre de soutien de ce côté-là. Et puis il faut noter Lonza qui fait aussi partie des actions qui terminent en hausse cette semaine. Lonza, c'est en train de devenir le chouchou de la cote. Donc ils ont engagé le CEO de Siegfried cette semaine, donc ça a été une mauvaise nouvelle pour Siegfried, mais une bonne nouvelle pour Lonza, une nouvelle qui a duré toute la semaine pratiquement, et puis en plus on continue à avoir des upgrades dans tous les coins, donc c'est en train de devenir le chouchou de la cote. Autant plus personne n'en voulait il y a quelques temps, autant tout d'un coup ça redevient vraiment un truc qui intéresse tout le monde, avec beaucoup de brokers qui sont concernés et qui viennent faire des upgrades tout azimut. Le chart se passe de commentaires, donc c'est vraiment un renversement de situation assez impressionnant. Plus personne n'en voulait. Et mine de rien, depuis quelques mois, elle a pratiquement, on n'est pas loin d'avoir doublé sur Lonza en l'espace de pas très longtemps. Et puis Nestlé, rien ne va plus chez Nestlé. On a l'impression qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'ils aient merde, excusez-moi. Et la transition est toute trouvée, puisque cette semaine, le problème, c'est la presse française qui s'en est pris à la qualité des eaux en bouteille, puisque certains auraient trouvé des matières fécales à l'intérieur de certaines de ces eaux minérales. Nestlé a confirmé que c'était pas du tout un problème et qu'elles pouvaient être consommées sans autre forme de procès. Bon voilà, à suivre attentivement. Pour l'instant, c'est juste un communiqué de presse. J'imagine qu'ils savent ce qu'ils disent, parce que s'il suffirait d'ouvrir une bouteille pour trouver des matières fécales, j'imagine qu'ils ont fait leur due diligence. Alors, est-ce que c'est un coup monté? Est-ce que c'est des vrais? On ne sait pas, mais bref, du coup, ça a donné un petit coup de fouet à la baisse sur Nestlé encore, qui n'avait pas forcément besoin de ça. Quand on regarde le graphique, c'est vraiment l'impression que c'est une longue descente aux enfers. Il n'y a à aucun moment une espèce de semblant de rebond. On est là aussi établi clairement en dessous de cette moyenne mobile des 50 jours. On n'arrive pas à remonter et on n'arrive pas à trouver l'envie. C'est aussi probablement une des raisons pour laquelle le SMI reste un peu plombé plus que le reste du monde. C'est parce que Nestlé veut pas avancer. Alors évidemment, s'ils pouvaient se mettre en collaboration avec Roche et Novartis, ce serait pas mal.
mais vous voyez que c'est vraiment l'enfer chez Nestlé pour l'instant, et on n'arrive pas à s'en sortir. Et puis on notera Basilea qui a annoncé qu'ils ont reçu l'autorisation de commercialisation pour l'antibiotique qui s'appelle le Ceftobiprole. Et tout le monde trouve que c'est une super bonne nouvelle, donc le titre en a bien profité cette semaine. Quand on voit le comportement sur le graphique, on peut même se dire qu'il y a quand même, je pense, 2-3 personnes qui voyaient venir le truc depuis un bon moment. Donc voilà, on avait fait un bottom l'autre jour sur Basilea, et là, ça repart à la hausse. Et on voit arriver aussi dans la presse financière pas mal de recommandations de la part des banques d'affaires. Voilà ce que l'on pouvait dire du marché un peu partout dans le monde, en Suisse, mais aussi ailleurs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est toujours complètement obsédé par notre thématique d'inflation qui doit ralentir pour que la Fed puisse baisser les taux. On a vu, c'est ce qui a secoué le marché la semaine dernière, même si on s'en sort pas trop mal en fin de semaine. Comme je vous l'ai dit, cette semaine qui arrive sera chargée en chiffres pour l'inflation. Donc on va devoir justement interpréter tout ça. Alors effectivement, CPI, PPI, par rapport à ce qu'on a vu le mois dernier, il devrait être encore relativement fort, surtout compte tenu du fait que le pétrole a accéléré encore en fin de mois. On verra ce qui va sortir. Effectivement, si par hasard il y a la moindre amélioration dans un des deux chiffres, j'ai l'impression que les marchés vont simplement retourner au plus haut tous les temps parce qu'on va se rassurer sur le fait que potentiellement la Fed pourrait baisser les taux en juin, même si ces quelques derniers jours, ça nous a fait quand même pas mal douter sur la possibilité de voir baisser les taux en juin. Perso, quand je regarde la semaine qui vient de s'écouler, moi je vois plutôt une baisse des taux à la rentrée scolaire en septembre, s'ils doivent les baisser. S'ils doivent les baisser, je dis bien si. Et c'est un petit peu le message que font passer les gens de la Fed pour l'instant. J'ai l'impression que le plus dovish de la Fed, eh bien, c'est en train d'être Jérôme Powell. Tous les autres sont en train de revenir sur les pattes arrière et puis de dire non, on va pas se précipiter. Donc voilà, ce sera l'affaire à suivre, la grosse affaire de la semaine. Inflation, BCE jeudi. Le discours de Madame Lagarde devrait nous amener à comprendre ou interpréter si elle a l'intention de faire quelque chose en juin. Et puis, pour le reste, publication trimestrielle et qui commence. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien du soleil. Mettez de la crème, c'est les premiers soleils de l'année. Moi, je vous retrouve comme d'habitude lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live avec une semaine complète. Pas de Pâques pour l'instant. Passez un très bon week-end. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de la commenter en dessous. Enfin, si vous avez envie. Maintenant, j'essaie de répondre le plus possible à un maximum de commentaires. Bref, bon week-end. À lundi. Bye bye.